Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir ce qu'était, à me demander mon avis sur les écoles de naturo. Et pour répondre à cette question, parce que je vois qu'il y a plein d'écoles de naturo qui fleurissent dans tous les sens, et je me suis dit que j'allais inviter mon ami Renaud Richet. Salut Renaud. Coucou Nadège, salut tout le monde. Alors Renaud, donc pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc coach en neurosciences, naturopathe, tu es concepteur de compléments alimentaires et surtout tu es directeur de l'école de naturopathie Pranatena. Et voilà, je trouvais que tu étais plutôt bien placé pour aider à répondre à cette question qui est c'est quoi finalement une bonne formation en naturopathie, puis on va peut-être pouvoir comme ça aider les auditeurs à faire leur choix finalement. Ouais. Et non seulement, alors après, moi je pense que j'ai une expérience là-dedans qui me permet d'avoir peut-être un discours qui amène des éléments de réflexion. Est-ce que c'est le meilleur discours possible? J'en sais rien. C'est mon discours en tout cas. Et ce que je peux garantir, c'est que c'est un sujet qui me passionne. Donc du coup, ça me fait hyper plaisir d'en parler. Ça tombe bien. Alors, écoute, première question, j'ai envie de te dire, ce serait quoi les critères, on va rentrer dans le vif du sujet, ce serait quoi les critères fondamentaux d'une bonne formation en naturopathie? Si tu veux, pour moi, une bonne formation, c'est celle qui obtient le résultat qu'on souhaite obtenir. Parce que trop souvent, on me dit, c'est quoi les critères d'une bonne formation? Sous-entendu, quel type de cours il faut avoir? Ou quel type de durée, quel type de fédération, d'étiquette, de syndicat, de potentielle reconnaissance. Très souvent, on m'amène là-dessus. On a à peine commencé la discussion que les gens m'amènent sur ça. Et en fait, pour moi, une formation, c'est avant tout une transformation. Et une transformation, ça veut dire partir d'une version de nous-mêmes et devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Ça veut dire aussi, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Si je ne suis pas conscient de ce que je veux devenir, je ne peux pas définir quelle est la transformation que je dois opérer et donc encore moins la formation qui va m'y aider. Et là, ça change complètement le paradigme parce que à partir du moment où tu te dis quelle est la transformation que je dois opérer pour réaliser ce qui m'anime et ce que j'ai envie d'accomplir, par exemple devenir naturopathe, et souvent devenir naturopathe, ça veut dire aider les autres, ça veut dire être compétent, mais ça veut dire aussi gagner sa vie, ça veut dire aussi obtenir des résultats et savoir communiquer sans induire de choses négatives chez l'autre, etc., etc. Et ça s'apprend. Et effectivement, entre la version de nous-mêmes maintenant, quand on se dit, bah tiens, j'aimerais bien devenir naturopathe professionnel qui est capable d'aider les autres sans induire des trucs négatifs chez eux, tout en gagnant ma vie à moyen long terme, bah évidemment, ça veut dire également changer de qui je suis là tout de suite. Et donc, c'est plus un travail d'introspection de qu'est-ce qui va en fait aider la personne ou non à se transformer comme ça, plutôt que moi, mes critères à moi qui sont subjectifs, puisqu'ils sont complètement basés sur moi, de quoi j'aurais besoin à leur place. Donc bref, je suis désolé de faire une relativement longue introduction pour évoquer ce sujet. Maintenant, du coup, ce que ça amène à penser en termes de critères, c'est de quoi j'ai besoin pour passer professionnel. Alors déjà, il faudrait définir c'est quoi un professionnel. On l'a dit, c'est quelqu'un qui gagne sa vie, c'est quelqu'un qui obtient des résultats, qui est compétent sur des sujets, et surtout, c'est quelqu'un qui va avoir aussi, je dirais, une capacité à transmettre les choses de façon légitime, crédible, confiante, et ce qui manque profondément à la majorité des naturopathes déjà certifiés ou comme certains diraient diplômés, même si c'est un terme impropre. Du coup, comment on acquiert ça? Puisque les critères, du coup, pour devenir cette version de nous-mêmes qu'on souhaite devenir, c'est ceux qui permettent de réaliser ça. Bah, ces critères-là, grosso modo, c'est être exposé à des formateurs qui sont compétents. Trop souvent, je vois des gens me dire, je comprends pas, quand j'en parle à mes proches, j'ai vachement de mal, je me sens pas en confiance, je doute de ce que je leur dis. Il y a une différence entre douter de ce que je dis parce que je suis pas encore rodé dans ma manière de l'expliquer et de le transmettre, et douter de ce que je dis parce que j'ai déjà des doutes sur ce qui m'a été enseigné. Et ça passe par quoi? Bah, ça passe par le fait d'être exposé par des formateurs qui sont clairement légitimes, crédibles, compétents, confiants, expérimentés, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et trop souvent, et je ne vais pas te mentir, Nadège, 3 personnes sur 4 qui me conseillent, qui me contactent pour mes conseils, je vais raccourcir la phrase, et qui veulent en fait sortir de l'ornière en me disant c'est vachement dur en ce moment, j'arrive pas à gagner ma vie, je me sens pas du tout légitime, j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à conseiller les gens, j'arrive pas à accompagner des personnes. Bah, à chaque fois que j'en discute avec elles, elles n'ont pas été formées par des gens qui avaient un niveau permettant de transmettre la légitimité. La légitimité, c'est un truc qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on peut acquérir par notre propre expérience et quelque part de l'estime de soi, de la confiance en soi, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on obtient beaucoup par mimétisme. Et donc, si je reçois des informations par quelqu'un qui, elle, est pleinement confiante, légitime et crédible sur le sujet qu'elle me transmet,
alors mon système neurosensoriel enregistre que cette information est associée à cet état neurosensoriel par mes neurones miroirs. Donc forcément, à l'instant T, quand je me reconnecte à cette information pour en parler à quelqu'un, je ne peux pas dissocier l'enregistrement de l'ensemble du contexte qui a été enregistré au moment d'avoir cette information dans mon système nerveux. Et ça change absolument tout, parce que même si je ne sais pas en parler, je suis quand même sûr et certain que ce que je suis en train de dire, c'est pas de la bullshit. C'est quelque chose de fiable, de sérieux, etc. Donc pour moi, le premier critère, c'est ça, c'est avoir recours à des profs qui soient quand même des gens experts, qui savent de quoi ils parlent, qui sont très légitimes, qui savent dégager cette aura, en fait. Pour moi, c'est le... S'il y avait un seul critère à prendre, je pense que ce serait le seul que je choisirais, tu vois. D'accord. Et après, du coup, il y en aurait potentiellement plein d'autres. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais du coup, tu veux dire qu'en fait, il faut que ce soit des gens de préférence qui ont, quand tu dis, qu'est-ce que tu définis comme comme expertise, ou c'est des gens qui vont avoir pignon sur rue, qui ont écrit des livres. Ce serait pourquoi pour toi un bon référentiel? Des gens qui sont formateurs depuis longtemps? Comment tu... Alors, moi, si tu veux, là, je vais verbaliser quelque chose qui sort de mon système de croyance et qui ne sera pas applicable à toutes les écoles, à tous les projets, qui sera applicable à moi, comment je vois les choses par rapport à l'analyse que j'ai faite du marché, qui est que, comme je le disais, on cherche par une formation à obtenir un résultat. Et ce résultat, aujourd'hui, j'estime qu'il n'est pas au niveau dans la naturopathie française. Ouais. Beaucoup de gens se forment à l'appel, des milliers de personnes se forment, dépensent énormément d'argent, et très peu en font quelque chose, et très peu arrivent en fait à transmettre cette vision qu'est la naturopathie. Donc je constate, comme un humain qui est doté de ses sens, que le résultat obtenu n'est pas celui que je souhaite obtenir. Donc moi, dans mon référentiel de croyance, j'ai cogité, j'ai fait énormément de formations, plein de choses, et comme tu le sais, dans plein de domaines, et j'aime bien me prendre la tête. Et donc je me suis interrogé énormément sur comment on peut faire pour obtenir un autre résultat. Donc j'ai pensé à ce critère des professeurs, et je me suis rendu compte que quand j'ai étudié avec des gens comme le professeur Jovet, comme Robert Masson, comme David Lefrançois, comme plein d'autres gens, en fait, j'ai eu aucun doute en fait sur leur enseignement. Et quand j'en parlais, les gens me disaient, mais c'est incroyable, t'es d'un tel état d'assertivité et de certitude que ça en est presque déconcertant, même quand tu viens juste de l'apprendre. Et ça m'a juste été transmis, puisque je suis pas quelqu'un qui à la base a une confiance en soi gigantesque. J'arrive de loin, on va dire, sur ce sujet-là. Donc, si tu veux, moi, c'est mon cheminement qui m'a amené à considérer que là où je me retrouvais dans la situation, dans l'état intérieur de ce que j'aimerais faire être des personnes quand ils sont formés et comme résultat obtenu, en fait, c'était quand j'étais exposé à des gens qui étaient vraiment avec certains types de critères, et j'ai commencé à décortiquer ça. Versus des formations où c'était parfois très intéressant du point de vue du contenu intellectuel, théorique, et alors là, ça me passionnait, ça me permettait d'avoir des réflexions, mais disons que ma légitimité, ma crédibilité, ma confiance en soi sur le sujet, j'allais dans ces cas-là plutôt l'acquérir par l'expérience et par mes propres réflexions, par le fait de l'expérimenter et de l'intégrer en moi, et non pas par la manière dont ça a été transmis. Et quelle était la grosse différence? C'était le niveau d'expérience, et surtout le niveau d'inspiration et de passion de la personne qui me transmettait. Donc moi, dans mon système de croyance, et comment j'ai choisi mes professeurs, je les ai choisis comme étant les gens qui m'ont le plus appris, parce que je me connais et je sais mon référentiel pour commencer à m'apprendre des trucs, et que je trouve ça passionnant et puissant. J'ai quand même la chance d'avoir emmagasiné beaucoup de connaissances, donc ça veut dire aussi que pour qu'ils me fassent vraiment un effet waouh, c'est qu'ils sont bons en général. Et de l'autre côté, j'ai voulu qu'ils soient à la fois aussi les personnes les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Donc pour ma part, tu vois, c'est complètement transparent. J'ai ces deux critères, et la plupart de mes proches, je mets des vidéos YouTube d'eux sur Internet en interview pour que les gens sachent ils ont affaire à qui. Donc j'imagine que c'est aussi possible d'en bénéficier pour les autres formations, et de demander ça à la limite, d'être exposé, que ce soit en allant voir un cours, que ce soit en ayant accès à des éléments fournis par les professeurs. Certains ont écrit des livres. Moi, j'en ai plusieurs qui sont multi-auteurs, des multi-auteurs à succès pour certains. Il y en a qui ont fait beaucoup de vidéos, qui sont beaucoup plus connus que moi d'ailleurs au passage. Il y en a qui sont des très bons conférenciers, des très bons formateurs avec une très très grande expérience, des dizaines d'années d'expérience, etc. Mais encore une fois, le critère, c'est comment les gens les plus experts qui m'ont le plus appris personnellement, parce que je sais à quel point je suis psychorigide de la qualité d'enseignement. Et franchement, s'ils passent mon filtre, je sais qu'ils vont passer le filtre de beaucoup de monde qui est plus souple que moi sur cette question. Et de l'autre partie, qui soient les plus inspirants. Parce que c'est pareil, j'ai la chance de côtoyer des gens très, très, très inspirants. Et donc, forcément, quelqu'un qui l'est un tout petit peu, il ne va pas me faire un effet waouh. Donc, ceux que j'ai sélectionnés, c'est comme ça. Donc, moi, c'est mes critères. Maintenant, si tu veux, je prétends pas que ce soit le critère universel d'un formateur qui puisse transmettre à quelqu'un et générer le résultat. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon référentiel, dans mon système de croyance,
c'est ces critères-là et j'y mets une attention toute particulière. Et ce que je vois, c'est que le résultat, il est au rendez-vous. Il n'y a pas de raison d'ailleurs au passage. Maintenant, pour les gens qui se renseignent sur différentes écoles, je les invite vraiment à se questionner sur qui sont les formateurs. Est-ce qu'on me dit, voilà, il y a un cours et c'est tel formateur, mais en fait, je m'aperçois que c'est un cours que la personne a rédigé et qu'elle répondra à quelques questions par mail. C'est pas du tout pareil que de dire, cette personne, je vais l'avoir à 3 mètres de moi. Cette personne, je vais pouvoir lui parler, que ce soit en visio ou en présentiel, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec les épisodes qu'on a eu ces 2 dernières années, le présentiel, il y a plein de choses qu'on ne fait plus en présentiel, qu'on peut faire à distance. Donc ça veut pas. Mais en tout cas, d'avoir ce contact avec un formateur régulier, de pouvoir lui poser des questions, d'être exposé à qui il est, et pas juste les informations qu'il doit transmettre. Parce que quelqu'un d'inspirant, ce qui touche, c'est son langage non verbal et paraverbal. C'est pas uniquement les informations qui sortent de sa bouche ou de sa plume. Ouais, complètement. Et du coup, justement, je rebondis sur cette réflexion de l'histoire du présentiel et du distanciel, parce que on le sait, hein, sur Internet, tu as beaucoup de formations maintenant en distanciel, mais alors pour le coup, tu as vraiment de tout entre les pubs qui passent sur le filtre Facebook, enfin. Et du coup, ça fleurit de toutes parts. Et il y a tous les tarifs, de 87 € à beaucoup plus cher. Donc, par rapport à ça, comment les gens peuvent faire aussi leur choix? Parce que donc entre distanciel, présentiel, comme tu disais, on sait qu'on peut faire en distanciel sans problème, mais surtout la notion de tarif aussi, parce que le tarif, voilà, il y a tous les prix, quoi. Il y a tous les prix, et puis c'est quelque part tant mieux, parce que quelqu'un qui veut mettre moins cher pour avoir ce qu'il y a en face de ce tarif, si ça lui convient, moi ça me dérange pas. Quelqu'un qui veut mettre plus cher pour avoir en face de ce qu'il y a dans ce tarif, ça ne me dérange pas. Encore une fois, c'est de quoi a besoin cette personne. Et c'est surtout aller chercher un niveau de certitude de ce qui va être fourni avant d'avoir signé. En fait, la grosse erreur qui est faite par rapport à ça, et après je répondrai en détail à ta question, hein, mais je préfère vraiment rappeler ça parce que c'est vraiment le truc qui met tout le monde dans le mur, que des gens que je rencontre qui sont dégoûtés en fait de ce qu'ils sont en train de vivre. Et je vais pas te mentir, toutes les semaines j'ai des candidatures de gens qui sont en première, deuxième, troisième année des plus grosses écoles de France, que ce soit en ligne, que ce soit en distanciel ou en présentiel, etc. Et qui sont blasés parce qu'en fait, quand j'étudie la chose avec elles, et bien sûr, moi, je veux pas reproduire le schéma avec elles, je veux pas leur faire à nouveau revivre ça. Donc, avant de les autoriser en validant la candidature à rejoindre notre école et la famille Pranathéna, en fait, ce que je m'assure, si tu veux, c'est en quoi ça va être différent chez nous. Et donc, j'essaye d'enquêter sur pourquoi ça a généré une telle frustration, une telle déception de vivre cette expérience dans une autre école. Et ce que j'observe à chaque fois, et ça fait maintenant des années que j'étudie ce sujet, ce que j'observe à chaque fois, c'est que au moment de faire son choix, la personne, quelles que soient ses attentes, elle n'a pas fait valider que certaines choses étaient réelles. C'est-à-dire qu'elle s'est contentée de croire que ce serait comme ça, au lieu de s'assurer que c'est comme ça et de demander des confirmations. Je ne vais pas te mentir, je me suis amusé. Dimanche, j'ai vu comme toi une petite pub sur Facebook et donc j'ai mis mon mail pour avoir la plaquette. Donc j'ai fait ça à dimanche à 16h50, un truc dans ce goût-là. Lundi matin, à 9h40, j'avais un commercial au téléphone qui m'appelait déjà. Donc j'ai trouvé ça quand même assez fort, puisque même nous, avec notre équipe, on n'arrive pas à être aussi réactif, et des fois la personne n'a même pas vu encore la plaquette, il lui faut plusieurs jours. Donc c'est quand même assez... j'ai trouvé ça waouh. Et en discutant, j'ai quand même senti que on essayait de me dire des choses, mais quand j'allais sur un sujet où la personne sentait que ça allait peut-être être un contre-argument trop important, on me laissait entendre beaucoup de choses. Donc c'est mon travail en tant que futur potentiel étudiant, quelle que soit la formation qui m'intéresse, de voir de quoi j'ai besoin, de vraiment m'en rendre compte et de vraiment savoir qu'est-ce qui m'est vraiment proposé et comment ça vibre en moi. Parce que trop souvent, on me dit, j'ai signé là, j'ai mis 10 000 €, mais je ne savais pas que c'était du texte sur Internet. Je pensais que c'était des vrais cours. Moi, je ne sais pas, cette personne-là, je pense que quand elle te prend 10 000 €, elle te l'explique quand même ce qu'elle fournit, ou en tout cas qu'elle est peut-être probablement pas du tout malveillante et qu'elle est d'accord pour répondre à ta question. Tu vois, à un moment, il faut juste la poser. Très souvent, des gens me disent, je pensais pas qu'on allait me conseiller que de l'alimentation crue et végane dans cette formation. Je pensais pas qu'on allait me dire que à longueur de temps, la médecine c'était pas bien et qu'il fallait faire que de l'hygiénisme et qu'il n'y avait pas même de compléments alimentaires ou rien du tout, que tout ça c'était impensable. Donc là, je reviens sur qu'est-ce que je viens chercher dans une formation et surtout, est-ce que je sais vraiment à quoi je vais être exposé? Est-ce que j'ai pris vraiment le temps de mûrir ce projet?
J'ai très souvent des gens qui me disent « Ouais, mais quand on suit ton webinaire, on a envie de s'inscrire tout de suite et tu dis qu'il faudrait attendre 6 mois pour faire ses recherches. » J'ai pas dit qu'au moment où tu trouves le truc qui correspond à tous tes critères, tu dois attendre 6 mois. J'ai dit que quand tu commences à faire tes recherches, tu dois quand même introspecter un minimum de dire « Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça a l'air d'être ce qui me convient? Ou est-ce que ça répond juste à des peurs que j'ai dans ma tête ?» Parce que très souvent, c'est ça. Et donc, pour répondre vraiment dans le détail, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, on va dire, les deux propositions, c'est essentiellement du présentiel d'un côté, où tu es en cours classique et où si tu es absent, bah, en fait, tu fais des photocopies des cours des collègues, des prises de notes. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas le droit d'être absent trop souvent et machin truc. Tu as l'impression de retourner au collège, au lycée, d'aller voir le CPE avec un petit ticket si jamais tu arrives en retard, tu vois, pour qu'elle te signe, qu'elle te notifie qu'il y a bien un retard à tes parents et puis que tu aies le droit d'intégrer la classe, tu vois. Il y a un petit côté comme ça j'en ai suivi plein des formations comme ça, je vais pas te mentir. Bon, moi, j'ai toujours été un petit peu hors cadre, donc il y a un moment où ça m'agace, mais ceci dit, je comprends pour l'organisation, etc. Je comprends que ça fonctionne comme ça depuis 40 ans et qu'ils n'ont pas envie de changer. Ça ne me dérange pas, je respecte ça. Et de l'autre côté, complètement à l'opposé, et bien sûr, entre les deux, il y a un éventail immense. De l'autre côté, complètement à l'opposé, tu as les formations uniquement en distanciel ou par correspondance, où en fait, on t'envoie du contenu textuel que tu bosses, et de temps en temps, tu as le droit de rendre une copie ou de poser un nombre de questions en général déterminé, mensuellement, pour pas faire chier les profs quand même qui ont rédigé un cours il y a 2 ans, ils vont pas se mettre à retravailler maintenant. Et donc, finalement, tu as payé, et puis tu te retrouves un petit peu chez toi. Alors ça, c'est valable pour des gens qui ont étudié à distance déjà dans le passé, qui savent qu'ils sont capables, en lisant un livre, d'intégrer les choses comme s'ils devenaient le contenu du livre. Moi, pour ma part, j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai des livres partout, j'ai une bibliothèque gigantesque, j'en lis tout le temps. Je suis obligé de constater que les enseignements qu'il y a dans les livres, j'arrive pas à les mettre en pratique comme les enseignements que j'ai reçus visuellement par des mentors, que ce soit en regardant une vidéo, même sur YouTube, même ailleurs, tu vois. Une simple vidéo d'information comme ça sur YouTube, parfois ça m'apprend plus de choses que j'ai appris dans un livre de 300 pages. Pourquoi? Parce que l'intégration, c'est pas la même. Lire du texte, c'est pas pareil que voir un individu avec tout son langage paraverbal et non verbal rayonner vers nous avec son système nerveux, etc. et nos neurones miroirs. Et donc, c'est quand même un énorme grand écart. Pour certains, ça convient très bien parce que l'avantage de vendre du PDF ou du livret, c'est qu'on peut le vendre moins cher étant donné qu'on vend en masse quelque chose qui a déjà été fait. Donc moi, je suis issu du monde de l'entrepreneuriat. Je sais très bien comment on fait pour créer un effet d'échelle et une économie d'échelle, tu vois, et que quelque part, ça permet d'aller tirer les prix et de proposer des choses à des budgets que beaucoup de personnes peuvent mettre alors qu'elles seraient pas prêtes à mettre un gros budget. En tout cas, vis-à-vis de ce qui leur est proposé pour un gros budget, elles n'ont pas envie de mettre cette thune-là. Donc, tant qu'elles trouvent pas un truc mieux qui correspond, parce que ça, c'est tous les jours que j'ai des candidatures où on me dit « j'aurais jamais pensé mettre plus de 2000 euros ». Et quand j'ai vu ce que tu proposais, j'ai décidé de les mettre et même mon conjoint m'a dit oui, alors que ça paraissait complètement improbable et encore un mois avant de savoir que ce que tu proposais existait. Donc je vais dire que c'est pas figé dans le marbre. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se dirigent vers de la formation à distance pour pas avoir de frais de déplacement, et c'est tout à fait louable, mais surtout pour payer moins cher sa formation. Parce qu'ils veulent pas mettre un gros budget, sous-entendu, dans les grosses écoles. Moi, j'ai décidé de faire un mix entre les deux parce que j'ai étudié de différentes manières, de ces deux manières, dans plein de formations, et je me suis rendu compte que ça a des avantages et des inconvénients. Et j'ai décidé de créer le distanciel comme si on y était, où tu suis les cours en visio, en direct, en streaming Full HD, peu importe d'où tu es dans le monde, et on a des étudiants dans les 5 continents. Donc, je me suis rendu compte dans les faits que c'est possible. Donc, c'est-à-dire que cet éventail, il est tellement large qu'au milieu, bah, nous, on a proposé un truc qui est à peu près, l'aiguille, elle est à peu près au milieu. Maintenant, le distanciel, c'est très bien pour des personnes qui, effectivement, ont une vie où ils ne peuvent pas se permettre de faire un déplacement vers une école qui ne serait pas au coin de la rue, et puis qui n'ont pas besoin d'être vraiment dans la classe. Parce que si tu le suis en direct, c'est cool, mais la plupart des écoles ne font pas ça, donc du coup, tu suis quand même à étudier à ton rythme. Et pour certains, c'est possible, et ils aiment bien étudier à leur rythme, ils aiment bien qu'on ne leur prenne pas la tête, ils aiment bien rendre un petit devoir, ils ne sont pas là pour vivre une aventure humaine, ils sont là pour apprendre du contenu. Moi, ces individus-là, quand je les rencontre, très honnêtement, quand ils déposent une candidature chez nous, ils font partie des cas de refus. Parce que moi, quelqu'un qui vient chercher du contenu, je ne peux pas l'accepter. Je sais que ce que je vends, c'est une transformation. Et cette transformation, elle est d'abord intérieure, elle est humaine. Donc, si tu viens chercher du contenu, malgré qu'on a probablement l'enseignement le plus complet et le plus inspirant qui existe à l'heure actuelle en France, et je le dis sans rougir dans le sens où tous nos formateurs me le disent, alors qu'ils bossent dans toutes les autres écoles, si tu veux, malgré ça, je ne peux pas vendre un contenu. Parce que je sais que la transformation, ça ne passe pas par des connaissances acquises. Ça passe par le contexte de ces connaissances et ça passe par
accepter de devenir une nouvelle version de moi-même. Et quelqu'un qui vient juste chercher du contenu, c'est quelqu'un qui veut devenir un peu un spécialiste et avoir une bibliothèque intellectuelle très très remplie. Et ça, moi j'ai du mal avec ça parce que ça crée un profil de naturopathe en général qui va penser savoir et avoir un discours de communication qui parfois peut engendrer de la prophétie autoréalisatrice négativante chez l'individu en face de lui. Et c'est ce que j'ai observé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour ma part de ne pas mettre de l'eau au moulin de ce genre de pratique, même si j'ai aucun problème avec le fait que d'autres le fassent et que ça plaise à énormément de monde. Et le présentiel, de l'autre côté, ça a quand même cet avantage d'être imprégné d'une énergie, parce qu'on voit le professeur, c'est ce que je te disais dès le départ. Et c'est vraiment pour moi le premier critère. Quand tu es en présentiel, tu vois le professeur. Maintenant, nous, on a choisi que des gens dans le monde entier puissent être exposés à des professeurs qui parfois peuvent pas être en présentiel aussi parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et en ce moment, les conditions de voyage sont parfois limitées, etc. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux maintenant être exposé à des gens en vidéo, en Full HD, multi-angle, etc. Donc tu vois vraiment la personne comme si tu y étais. Et ça te permet aussi de t'exposer de la même chose. C'est pas pareil, tu reçois pas ces postillons quand tu es au premier rang, on va dire qu'il y a quand même des différences. Hein. Mais par contre, tu peux quand même t'en imprégner. Donc c'est pour dire que c'est possible et je pense que la plupart des enseignements vont petit à petit venir sur quelque chose de relativement plus central que d'un côté que du texte et d'un côté que ça. Mais pour moi, la grosse différence, c'est comment je suis imprégné du contenu qui m'est transmis et quel type de transformation ça opère en moi. Est-ce que c'est vraiment j'acquiers de la connaissance ou au contraire, est-ce que j'opère une vraie transformation humaine qui nécessite de mimétiser le paraverbal, le non-verbal et d'avoir accès à des personnes que je vois visuellement. Alors, il y a un autre critère qui ressort souvent, c'est, les gens me demandent à chaque fois, et ça c'est une question qui revient systématiquement, c'est oui, est-ce qu'il faut que je trouve une école qui soit agréée par une fédération ou un syndicat? Je sais que cette question-là, c'est une question que tu aimes beaucoup aussi parce que est-ce que ça fait vraiment le critère d'une bonne école? Parce que les gens ont l'impression que c'est ça en fait. Il faut que ce soit absolument une fédération. Moi, je suis à aucune fédération, je n'ai jamais été, et enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Effectivement, c'est une question que j'adore. Alors, c'est pas tant que j'adore le sujet en lui-même, parce que dans l'absolu, j'aimerais qu'on n'en ait plus besoin de ce sujet. Mais par contre, j'adore le fait de pouvoir aider les personnes à élever leur niveau d'exigence et élever leur niveau de conscience des choses. Je reviens sur mon tout premier truc. Quel est le résultat obtenu en face de quelque chose que je fais? Donc, si je fais une formation pour obtenir un résultat, est-ce qu'à la fin, ce résultat, je l'obtiens? C'est-à-dire que pourquoi on veut une formation qui soit agréée par une fédération? Pourquoi on veut une formation qui soit agréée par un syndicat? Ou par quoi que ce soit? C'est-à-dire, ça peut être aujourd'hui, on me dit Calliope, Datadoc, l'Omnes, le machin, bref, même des fois des trucs qui n'ont rien à voir, des trucs européens, etc., que personne ne connaît en France. C'est-à-dire que le seul moment où tu entends parler de ces choses-là, d'ailleurs, c'est valable pour les syndicats et les fédérations, c'est au moment où tu regardes des plaquettes d'école qui te disent nous, on y est, donc on est bon. Après coup, tu en entends plus ou moins plus jamais parler de ta vie, tu vois. Et j'ai la plupart des gens, et on me dit, ouais, mais les clients, ils s'intéressent à ça. Moi, écoute, j'ai 12 ans de salon dans les pattes. Chaque fois que j'ai dit naturopathe, personne ne m'a parlé de fédération ou quoi que ce soit. On ne m'en a strictement jamais parlé. C'est une conversation qui n'arrive que lorsque quelqu'un cherche une école et qu'elle est exposée au message qui est, si tu ne fais pas une école ci ou ça, tu ne seras pas reconnu le jour où ce sera reconnu. Si tu ne fais pas une école ci ou ça, tu n'auras pas accès à tel truc qui ferait que là, tu serais trop bon et sinon, tu ne le serais pas. Alors moi, tu sais, je suis très pragmatique. Souvent, on me dit, est-ce qu'il faut faire une école qui fait partie de la FENA, comme Fédération Française des Écoles de Naturopathie, etc. Je leur dis, ça dépend ce que tu veux faire. S'il y a quelque chose dans les actions de la FENA qui te fait vraiment hautement vibrer et que tu as envie de pouvoir en faire partie, moi, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, pour ma part, je ne sais pas trop ce que fait la FENA en dehors de revendiquer qui sont les bonnes écoles. Et j'ai fait des très bonnes écoles et où j'ai appris des trucs extraordinaires qui n'étaient pas de la FENA. Donc, mon cerveau, tu sais, moi, je suis toujours comme ça, c'est est-ce qu'il est possible de faire une école qui n'est pas ça et que ce soit bon quand même? Et donc, à partir du moment où il y a un oui, même si c'est que 10% des cas, ça veut dire que déjà ce critère n'est plus totalement valable. Donc, je dis pas que c'est un mauvais critère. Moi, je pense que la FENA, c'est quelque chose d'intéressant si tu veux être sûr qu'il y a une sorte de nombre d'heures ou de tronc commun minimum pour avoir le temps quand même d'être imprégné du métier de naturopathe ou en tout cas imprégné de certaines matières, puisque c'est le but, c'est de dire, nous, toutes nos écoles ont un tronc commun qui fait au moins tant d'heures. Donc, quelque part, c'est ça qu'on vous vend. C'est pas tout le reste. Alors, quand on vous vend, on sera reconnu le jour où ce sera reconnu. Moi, je vais pas te mentir, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'aime les preuves. En fait, je suis quelqu'un qui est très pragmatique. Et donc, j'ai aucun problème avec le fait que ce soit peut-être vrai. J'accepterais volontiers de le revendiquer si c'était prouvé. Le problème, c'est que j'ai jamais vu un papier d'État qui dit
Le jour où on reconnaîtra, ce sera la FENA qui sera reconnue. Ni le syndicat, ni rien du tout. Et j'ai jamais vu non plus une reconnaissance plus avancée depuis l'existence de la FENA. Donc je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. En tout cas, publiquement, factuellement, par des preuves, je n'ai pas d'éléments. Donc je ne sais pas, en fait, de ce point de vue-là, à quoi servent leurs actions et quelles sont les actions menées. Donc quand quelqu'un me dit, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de me garantir ça, comme on me le dit tout le temps, parce que c'est le discours officiel, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, je vois sur Facebook, il y a plein de groupes où les gens disent, cherche une école, il faut que tu fasses une école de la FENA, sinon c'est pas sérieux. Encore une fois, c'est ultra subjectif. Peut-être que les écoles de la FENA sont peut-être plus sérieuses que des écoles non FENA qui existent, c'est un fait. Par contre, elles sont peut-être moins sérieuses que des écoles non FENA. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, il faut se rendre compte de qu'est-ce que je vais chercher derrière cette étiquette. Est-ce qu'on est en train de me vendre un truc qui déjà a des éléments tangibles vis-à-vis de l'affirmation qui m'est faite? Donc, par rapport à ça, moi, j'ai vachement de mal à répondre dans le sens où je ne les connais pas, ces éléments tangibles. Ils sont nulle part, c'est-à-dire que ça me fait des années qu'on me dit il faut faire ça, sinon tu n'es pas bon, mais j'ai jamais vu ce que mènent ces étiquettes pour faire en sorte de garantir qu'on soit bon. Il y a un examen fédéral, ok, mais un examen fédéral, ça veut rien dire. Moi, je connais des gens qui ont un niveau plus élevé que cet examen en ayant fait d'autres écoles. Donc, encore une fois, s'il y a au moins un cas qui existe, qui est meilleur ou plus compétent, ou plus inspirant, plus que je veux, qu'une personne que tous ceux qui auraient fait quelque chose avec cette étiquette, c'est bien que c'est pas indispensable. Donc je dis pas qu'il faut pas aller là-dedans. Il y a plein de gens que je connais qui sont très heureux dans des écoles de la FENA, par exemple, ou du syndicat. Cependant, je pense que de dire que c'est le seul critère qui fait qu'une école est bonne ou pas bonne, c'est mensonger, étant donné qu'il y a des très bonnes écoles qui sont pas de la FENA. Alors souvent on me dit est-ce que tu vas être à la FENA? Alors je leur dis déjà, a priori, à ma connaissance, pour être à la FENA, il faut avoir un groupe d'élèves qui a fini ses cours, grosso modo, et avoir au moins minimum un certain nombre d'années d'existence, comme pour l'Omnes, pour pouvoir présenter un dossier. Donc moi, je commence pas à m'emballer à présenter des dossiers ou à essayer de me conformer à je sais pas quoi, alors que pour le moment, on n'en est pas là. Donc ça, la vie, elle fait les choses en temps et en heure. Ensuite, on me dit ce que tu vas être au syndicat. Le même discours. Alors on me dit, je dis, ok, mais qu'est-ce que tu attends en fait du fait que moi je sois au syndicat? Bah comme ça, moi je pourrais y être en tant que naturopathe. Mais je dis, tu peux y être même si j'étais dans une école qui n'a pas fait le syndicat, qui n'est pas au syndicat. Donc en fait, ça change rien pour toi puisque tu peux y être quand même. Ça veut rien dire de notre enseignement puisqu'à la limite, c'est même pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande en fait, c'est de savoir si on est Calliope, ceci, cela. Moi, pour ça, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on génère comme résultat et comme transformation chez nos étudiants. Je me contrefous des critères extérieurs, d'organismes qui ne savent pas former des naturopathes compétents, puisque jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, très peu de naturopathes sont professionnels et gagnent leur vie. Donc, j'ose espérer qu'on comprenne que tous nos organismes, toutes nos instances n'ont jamais rien fait pour faire en sorte que les naturopathes pratiquent tous et soient tous excellents et gagnent leur vie. Donc, comme ils ne garantissent pas ce résultat, j'ai pas envie de me conformer à des critères qui garantissent pas ce résultat. Donc, pour ma part, tu vois, je suis pas contre ces choses-là. À partir du moment où elles se mettent en œuvre des actions que je trouverais totalement louables pour le métier, je serais très très heureux de contribuer, de les recommander, d'en parler, de faire connaître. Enfin, franchement, je serais le premier avis. J'ai déjà fait des appels à l'information. Hein. On m'a sollicité plein de fois. Mais moi, si tu veux, ce que je vois, c'est que il y a ce premier paramètre qui est et qu'est-ce que vraiment ça génère comme avantage pour l'étudiant par rapport à ce qu'on nous raconte au départ. On nous raconte qu'on sera plus reconnu. Qui peut prouver qu'on sera plus reconnu de quoi que ce soit? Je connais plein de gens qui sont plus reconnus que des personnes qui ont fait des écoles de la FENA ou du syndicat et qui aujourd'hui n'ont jamais rien fait, tu vois, qui sont parfaitement reconnus alors qu'ils n'ont pas fait des écoles plus reconnues de machin chose. J'en connais plein. Et de la même manière, j'ai plein d'élèves qui ont fait des écoles de la FENA, du syndicat et de tous ces trucs-là, Calliope, Omnes, Datadoc, machin chose, et qui se reforment chez nous aujourd'hui. Et on est sympa parce qu'ils vont pas faire des témoignages en citant les écoles, les machins. Moi, je suis pas dans cet esprit-là. Je suis dans un esprit de fraternisation. Mais si tu veux, parfois, c'est quand même compliqué d'observer le fait que ces gens-là ne se sentent pas reconnus, légitimes et crédibles, alors qu'ils ont fait des formations où c'est ce qu'on leur a vendu, en disant tu seras reconnu, légitime et crédible parce que tu as telle étiquette. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'elle allait chercher? C'était le deuxième point que je voulais évoquer là-dessus. Qu'est-ce qu'elle allait chercher la personne au travers de cette potentielle forme de reconnaissance? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-dedans? Elle est allée chercher le fait qu'elle a peur de ne pas être reconnue, qu'elle a peur de ne pas savoir en parler, qu'elle a peur que les gens ne la trouvent pas sérieuse, etc. Et donc, en fait, elle est allée chercher à l'extérieur un truc qui ne peut émaner que de l'intérieur ou du mimétisme. Sauf que être exposé à des profs qui ont 3 ans d'ancienneté dans une école qui a telle accréditation ou telle étiquette,
ça n'a jamais généré du mimétisme comme avec quelqu'un qui a 50 ans de métier. C'est indépendant de l'étiquette. Tu vois, à un moment donné, faut être clair là-dessus. Donc, cette étiquette, elle n'est pas un problème. J'ai strictement aucun souci avec le fait que des gens fassent des écoles de la FENA, du syndicat ou de je ne sais quoi, parce qu'il existe plein d'autres trucs. Par contre, dans ces cas-là, renseignez-vous sur qui sont vos profs. Vraiment. Et combien d'heures ils vont faire. Renseignez-vous et essayez de voir ce qu'ils font. Essayez de voir si ça vous parle, si ça vous inspire. Moi, tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dit je suis très intéressé par votre école, j'envisage de déposer ma candidature. Ben, je leur dis toujours, avant de déposer. Alors, comme tu sais, le gars qui déjà prend des candidatures de 14 pages de questions, machin, enfin, un genre de filtre énorme. Et donc, tout le monde ne rentre pas. Et tu te dis, mais il s'en fout, en fait, il veut personne. Et en plus de ça, avant qu'ils déposent la candidature, en règle générale, je leur dis, il faut qu'ils regardent un webinaire assez long et tout, mais je leur dis surtout, allez voir l'interview de différents formateurs qu'on a sur notre chaîne de l'école. Pour voir si ces gens-là, quand ils parlent, et notamment Danielle Boussard, qui est notre formatrice principale, parce qu'elle va donner en gros les 3/4 du cursus de base, et moi, je donne aussi une grosse partie, mais sur des choses complémentaires qu'on offre aux élèves. Donc, en gros, regarde quelques vidéos où je parle, et regarde aussi ce que dit Danielle quand elle en parle. Alors, c'était une très belle vidéo sur l'avenir du métier qu'elle avait fait avec moi, et c'est vrai qu'elle dure plus d'1h20 ou 1h30. Ben, ça, c'est une preuve de est-ce que ça me connecte en moi quand cette personne me parle? Est-ce que cette façon d'amener les choses me parle? Si c'est pas le cas, c'est pas parce que c'est Danielle Boussard, 55 ans de métier, formé par Marchesso, Alain Rousseau, et le pratiqueur, 30 ans, 35 ans à former des gens, qu'elle doit te plaire. Tu vois? Moi, j'aime plein de choses de Danielle, j'aime 99% de ce qu'elle dit, puis des fois, je suis pas d'accord avec elle. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Bah, donc peut-être que quelqu'un qui veut se former, il va se rendre compte que la manière dont elle en parle, ça lui plaît pas. Donc moi, je les invite à faire ça avant même de candidater. Donc si tu veux, pour moi, c'est primordial de savoir à qui on va affaire. Savoir à qui on va avoir affaire, pardon. C'est très important. Donc, quelle que soit la formation que vous choisissez, qu'elle soit en distanciel, en textuel, ou qu'elle soit, etc., ou qu'elle soit en présentiel, dans n'importe quelle grosse école, pignon sur rue, parce que plein de fois, on me dit, bah, tu vois, j'ai fait 1 an dans l'une des 3 écoles, ou l'école la plus réputée de France, machin, et je suis très déçu, parce qu'en fait, ça correspond pas à ce que je cherchais. J'ai beaucoup ça aussi, hein. En magasin bio, tout ça, les gens que je croise, ils ont payé très cher leur formation et au final, ils sortent de là, ils se sentent pas légitimes pour être en cabinet, ils se retrouvent en magasin bio avec un petit salaire et voilà. J'ai beaucoup ça aussi et ils se rendent compte que la formation, elle a été sympa en connaissance, mais pas suffisamment pour en faire un vrai métier en fait. Voilà. Et ça, je l'ai beaucoup aussi. Il y a un problème de transformation et tu vois, moi... J'aime beaucoup cette anecdote. Alors, j'aurais pu dire qui étaient les entreprises en question, mais je me considère vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme la meilleure école de France parce qu'on a lancé des trucs extraordinaires. Je me considère comme un challenger. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu sais que tu es un challenger et que c'est pas toi le numéro 1, tu te reposes jamais sur tes lauriers. Et il y avait une compagnie américaine, je crois que c'était Avis versus un concurrent. De mémoire, faudrait chercher sur Internet l'histoire si ça vous intéresse. Il y a plein de gens qui en parlent et qui la citent dans des vidéos d'inspiration ou d'entrepreneuriat. Et en fait, ils avaient fait tout un truc de communication sur oui, on est deuxième, et c'est pour ça qu'on se bat beaucoup plus fort pour vous. Et en fait, ça avait cartonné. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que quand tu n'es pas leader, parce que les grands leaders, moi, je sais pas, je suis face à des écoles, entre guillemets, enfin, je les considère pas vraiment comme des concurrents, mais quand tu es avec des écoles qui ont 35 ans de boutique, c'est pas évident, tu vois. Des écoles qui ont été reprises, lancées par Marchesso, fondées par Alain Rousseau. Bah, tu vois, c'est des trucs, c'est costaud, du Daniel Kieffer et tout. Moi, je prétends pas, en fait, tu vois, je me sens pas avec la même ancienneté qu'eux, etc. Pour autant, j'ai choisi de proposer quelque chose de challengeant parce que j'ai identifié des choses et que comme, pour ma part, j'ai pas ça a un net avantage de pas avoir cette expérience parce que quelqu'un qui vient dans les plus grosses écoles parce qu'elles sont comme ça depuis 30 ans, il s'attend à recevoir ça. Quelqu'un qui vient chez quelqu'un qui est un challenger, qui dès le départ te dit ça sera tout le temps différent, d'une année sur l'autre, les rentrées, ça sera pas exactement pareil, etc. Parce qu'on essaie toujours d'améliorer, d'amener de la nouveauté, d'être dans le mouvement perpétuel parce que ça évolue et que c'est face à l'accompagnement d'humains et qui évolue. Hein. On l'a bien vu ces 2 dernières années, on est face à une situation de l'humain qui est complètement différente d'il y a ne serait-ce que 2019. Et donc, si tu veux, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est de dire, moi, pour ma part, j'ai des nets avantages à être un petit nouveau sur le secteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'assumer ce qui fait ma réputation depuis des dizaines d'années.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est qu'est-ce que je vois comme gain, là où tout le monde voit une énorme menace et un énorme inconvénient. Et pour ma part, ce que je vois, c'est que j'ai le droit de créer quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi? Parce que je suis pas dans une fédération, que j'ai pas à leur répondre. Pourquoi? Parce que je suis pas une école où on vient chercher ça parce que 3000 personnes ont été formées et que c'est ça qu'ils ont dit qu'ils avaient eu. Et qu'on veut pas générer de la déception de cette manière. Et certainement que les écoles le font pas de façon malveillante, de pas être toujours des fois avec les derniers enseignements en date, etc. Ils veulent pas forcément, parce que c'est normal. Leurs anciens parlent de l'école de telle manière, c'est très compliqué d'avoir des gens qui viennent à nous pour une raison et en fait ils se rendent compte que c'est pas le cas après. Donc on est un peu pris dans un piège. Et pour ma part, je trouve ça hyper intéressant d'être challenger par rapport à ça. Et je vais répondre à ta question sur la notion de prix. Oui. C'est un sujet extrêmement important. Déjà, qu'est-ce qui crée une limite dans le fait de dépenser de l'argent? Parce que pourquoi c'est un problème le prix? Pourquoi on est en train de se dire, c'est quand même un sujet important, Nadège, le prix? Bah oui, parce que pour beaucoup de gens, le prix, c'est une limite au moment de leur formation, au moment de leur inscription. Évidemment, si tu leur dis c'est 1000 euros, c'est beaucoup plus facile que si tu leur dis c'est 12 000 euros. Ou si tu leur dis c'est 3 fois 10 000 euros, ou j'en sais rien, tu vois. Là, il y a plusieurs choses qui se révèlent. Bien sûr, il y a qu'est-ce que je vaux moi pour bâtir et réaliser mon rêve? Qu'est-ce que j'accepte de mettre sur la table en faveur de ça? C'est-à-dire qu'on est souvent face à des gens en reconversion qui sont plus du tout épanouis dans leur travail. On est souvent face à des mères qui ont pris conscience qu'elles veulent un monde différent pour leurs enfants suite à une première grossesse. C'est quasiment, je pense, un quart ou un tiers des personnes. Beaucoup de personnes aussi qui prennent conscience en ayant été au plus près des patients dans le corps médical, beaucoup d'infirmières, aides-soignantes, beaucoup de gens vraiment au plus près des professions paramédicales qui se rendent compte en fait qu'elles veulent autre chose, qu'elles veulent une autre façon de voir le truc, peut-être quelque chose de plus profond sur des causes, etc. D'aller comprendre la santé et être moins axé maladie en fait. Il y a certaines personnes pour qui c'est très important et vraiment ça leur parle. Et si tu veux ça, quand je connecte à ça, mon rêve il est illimité, il est infini à ce moment-là. Il n'est pas limité par des conditions matérielles de combien d'euros ça représente de me former à ça. Et d'ailleurs, mon rêve ne dépend pas d'une formation. Mon rêve va bien au-delà. C'est comme une étoile polaire qui me traque très très loin. Et entre ici et là-bas, il y a quelque part peut-être faire une formation pour franchir quelques étapes. Donc évidemment, il faut aussi se rendre compte qu'au moment où je vais devoir investir dans quelque chose pour franchir ces étapes, il faut aussi que je sois en accord avec le fait que je m'autorise à dépenser de l'argent, c'est-à-dire une énergie matérialisée sous forme de billets ou de chiffres électroniques, qui pourrait être consacrée à autre chose, mais que je vais mettre là-dessus en priorité. C'est-à-dire qu'en fait, là, à ce moment-là, je frictionne sur le fait que je me fais passer en priorité, parce que cet argent, je pourrais en faire autre chose. Tu investis sur toi, en fait. Oui, tu investis sur toi. Et c'est vrai que très souvent, les gens me disent, et ça fait partie, franchement, c'est la moitié des candidatures que je reçois, et Dieu sait que j'en reçois beaucoup, et gratitude à la vie pour ça. Les gens me disent, c'est la première fois que j'investis sur moi. C'est la première fois que je m'autorise en fait à œuvrer pour mon rêve, alors que d'habitude je fais des choix pour les autres, que je fais un peu ce qu'on me dit de faire. D'habitude j'ai pris un CDI parce que tu te rends compte, il fallait qu'on ait une belle maison avec mon mari, on voulait être sûr de pouvoir accueillir nos enfants, la sécurité quoi. En gros on cherche tout le temps la sécurité. Et là ils cherchent plus la sécurité en général quand ils viennent chez nous, ils cherchent l'inspiration. Ils cherchent ce qui les anime, ils cherchent à bâtir leur idéal. Et beaucoup de gens ont eu ça à partir des premiers confinements, etc., où il y a eu cette prise de conscience majeure, et c'est là où il y a eu du gain dans cette situation de merde, qui était très, très galère, hein. Mais il y a eu quand même énormément de gains sur cet aspect-là de l'humain. Et à partir de là, tu commences à te dire, ok, j'ai envie d'œuvrer pour un idéal, mais l'argent, le problème de l'argent, c'est que c'est pas juste à l'intérieur de moi, il y a un idéal, c'est que cette liasse de billets, je pourrais acheter des jeux pour mes enfants. Je pourrais faire un cadeau à mon conjoint. Je pourrais lui payer sa moto dont il rêve. Je pourrais machin chose. À la place, je vais mettre une certaine somme dessous, et bien souvent, c'est quand même une somme importante, hein. C'est un investissement, c'est pas une petite dépense à 100 euros, quoi. Je vais mettre cette somme, je vais la mettre sur moi-même. Et là, ça commence à me mettre la pression, parce que ça vient frictionner sur je suis qui, moi, en fait, pour espérer devenir ça? Je suis qui, en fait, moi, pour avoir l'impression que je mérite d'avoir cet argent, etc. Donc déjà, la première chose, quand quelqu'un frictionne sur le niveau d'argent à investir, c'est cette première partie-là. Ensuite, il y a un autre paramètre très important, c'est qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais vivre en échange de cette somme d'argent. Je te prends un exemple tout bête, parce que les gens disent « Non, mais attends, c'est abusé, les écoles de naturo, c'est hyper cher, machin. » Je connais des gens quand même qui mettent 8 euros dans un café chez Starbucks. D'accord. Bon, excuse-moi, hein, mais tu peux acheter une très très bonne machine à café
allez, tu vas payer ça à 300-400 euros qui va moudre des grains avec une belle pression, un nombre de barres suffisant. Tu achètes du bon café en grains et tes cafés ils te sortent à 40 centimes et tu bois un truc qui a des années-lumière de ce que te fournit Starbucks, soyons clairs. Moi qui ai été longtemps amateur de café, j'avais l'impression de boire de la pisse chez Starbucks, hein, pour être tout à fait franc. Et d'ailleurs, dans les autres compagnies de trucs comme ça qui étaient chers également, c'était pas que Starbucks. Tu vois, mais c'est pour dire que pourquoi les gens acceptent de payer ça? Parce qu'ils vivent l'expérience Starbucks. C'est un cas marketing qui est très bien étudié. On aime bien y aller. On te demande combien de types de lait tu veux. Est-ce que tu veux que ce soit fouetté? Est-ce que tu veux que ce soit un coup de mixeur? Bref, moi j'hallucine, hein. Quand je vois un truc comme ça, je vais pas te mentir, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre comique, tu vois, ou absurde. Mais pour beaucoup de gens, cette expérience-là, elle a de la valeur. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont chez Starbucks, ils sont en train de se payer non pas un café, ils sont en train de se payer un moment de détente, une sorte d'aventure dans leur quotidien. Et donc, ils sont prêts à mettre plus cher. C'est-à-dire que ce qu'ils vont vivre à l'intérieur d'eux, ce que ça va leur faire ressentir, est différent d'appuyer sur le bzzz et de sortir un espresso. Ou peu importe, de la marque. Et ça, c'est important parce qu'on a la même chose dans les écoles de naturopathie. On a des gens qui vont dire, je ne vais pas mettre beaucoup, puis d'autres qui sont d'accord pour mettre beaucoup parce qu'en face, ils vont avoir un truc qui, de prime abord, n'est pas juste un comparatif exact. Parce que si je reviens sur la notion de départ qu'on évoquait, qui était, le but pour moi, c'est pas vendre du contenu, c'est pas fournir du contenu, même si on a un très bon contenu et on n'a pas à rougir du tout, bien au contraire. Le but, c'est pas de vendre du contenu, c'est de procéder à une transformation. Et à partir du moment où tu dis, bah en fait, ce que je viens chercher dans une école de naturopathie en tant que potentiel élève, c'est un contenu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer des écoles qui, au travers de PDF, me donnent la liste d'un certain nombre de cours. Et effectivement, je me rends compte que les sujets de cours, bah, c'est les mêmes que dans des grosses écoles qui me demandent 12 000 euros. Pourquoi je mettrais 12 000 quand pour 89, j'ai les mêmes sujets d'évoquer? Alors déjà, en termes de profondeur, ce ne sera pas la même chose. Quand tu télécharges pour 89 euros, 87 euros, une dizaine de PDF d'un certain nombre de pages, tu n'auras pas la même chose que quand tu fais des milliers d'heures de formation ou des centaines d'heures de formation. Évidemment, tu n'auras pas accès en fait aux mêmes avantages. Et ça, c'est vraiment très important parce que beaucoup viennent comparer des contenus. Et comme tu compares des contenus, tu as l'impression que c'est beaucoup d'argent pour un contenu identique à un truc qui coûte beaucoup moins d'argent. Or, c'est pas ça, c'est quoi l'enseignement? Et encore une fois, l'enseignement, c'est j'ai affaire à qui? Forcément, je ne paye pas Daniel Boussard le même tarif que quelqu'un qui est certifié depuis l'année dernière, qui va réciter des slides que n'importe qui pourrait réciter et qu'il n'a rien intégré, qu'il a très peu de valeur ajoutée à apporter. C'est vraiment c'est vraiment la valeur perçue, en fait. C'est ce que tu vas, la valeur que tu vas percevoir, c'est ce que tu disais, en fait. Le prix correspond à ce que tu vas avoir, en fait, pour ce prix-là aussi. C'est ça? J'allais aller plus loin que la valeur perçue, parce que pour moi, la valeur perçue, tu vois, ça peut être... c'est une école de naturo comme une autre, mais elle a 100 avis à 5 sur 5, alors que l'autre, elle a 80 avis à 4,7 sur 5. Ça, c'est de la valeur perçue. C'est de la notoriété perçue, de la valeur perçue. Par contre, je pense que là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est un peu encore au-delà de la valeur perçue, c'est la valeur démontrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mènes ton enquête et que tu te rends compte que oui, c'est pas pareil, parce que au lieu d'avoir 3 PDF ou un cours avec des huiles essentielles listées, que tu pourrais faire la même chose sur Passeport Santé ou sur n'importe quel site de ce genre, tu vois, bah là, en fait, tu vas avoir un cours avec quelqu'un qui va te partager son expérience, mais surtout ses informations. Et tu le sais aussi bien que moi, que beaucoup de naturopathes sont formés à l'aroma et après n'osent pas en faire quoi que ce soit parce qu'ils ne se sentent pas crédibles, sérieux, et surtout, ils ont peur de faire une boulette. Et bien ça, ce qui se passe, parce qu'on sait à quel point ça peut être dangereux, évidemment, si on fait de la merde avec l'aroma. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand tu es exposé à des formateurs qui sont vraiment à l'intérieur d'eux, tellement sûrs de ce qu'ils te transmettent, tellement crédibles, tellement confiants, tellement plein d'expériences, plein d'anecdotes, et que ça dégueule cette passion d'eux, en fait. Ça sort d'eux, ça rayonne. Et que toi, tu viens mimétiser ça par ton système nerveux, naturellement, je dirais que tu n'auras pas le même niveau de détermination et de confiance au moment de conseiller de l'aroma. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas l'information qui compte, c'est le contexte neurosensoriel et émotionnel de l'information. C'est pourquoi il vaut mieux payer plus cher dans une formation qui est attachée à ça, qui fait en sorte que ce contenu vous soit transmis d'une manière qui va créer la perméabilité en vous pour que ça rentre en profondeur et que votre cerveau ait la capacité à aller le chercher au milieu d'un contexte positif et qui ne soit pas angoissant, au lieu de dire bah, j'aurai la même chose dans un livre. Sinon, en fait, en vrai, on n'a rien inventé, hein. Que ce soit sur le psycho-émotionnel, que ce soit sur l'équilibre postural, sur la respiration, sur l'alimentation,
sur les huiles essentielles, la phyto, la gémo, enfin bref, peu importe le sujet, l'homéo, entre nous, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que là, nous, on propose quelque chose de relativement innovant parce que les modalités pour recevoir et créer la perméabilité et la transformation de l'étudiant sont innovantes. Mais le contenu en lui-même, est-ce qu'il n'existait nulle part ailleurs sur la planète? Non, évidemment qu'il existait ailleurs sur la planète. Je veux dire, tu prends les textes anciens, la Bible, l'Ancien Testament, la Torah, le Coran, ou pour citer des textes religieux, mais il y en aurait plein d'autres, tu vois, le Tao ou autre. Franchement, entre nous, une fois que tu t'es tapé ça, tu as compris énormément de choses et tu n'as pas besoin de faire des formations à 10 000. Mais en fait, tu ne peux pas les intégrer de la même manière si c'est juste de la lecture ou alors si c'est une transmission par quelqu'un qui l'a tellement vécu et transcendé depuis 30 ans ou 10 ans ou un truc comme ça, que c'est vraiment un truc qui le prend au trip, que quand toi tu vas le recevoir, en fait, ça ne peut que faire un écho en toi. Après, il y a aussi le risque que ça fasse un écho en toi, que ça vienne faire bouger des choses sur lesquelles tu es mal à l'aise. Et donc, une formation qui transforme, c'est aussi une formation où il peut y avoir des moments inconfortables. Il faut être transparent là-dessus. Moi, je le dis toujours aux élèves, dès mes réunions de présentation, dans ma plaquette partout, je leur explique que ça peut être totalement inconfortable par moment. Le but, c'est pas que ce soit confortable. Le but, c'est que ce soit transformateur pour devenir cette version de nous-mêmes qu'on veut être, c'est-à-dire un naturopathe professionnel qui gagne sa vie et qui aide les gens et qui fait rayonner cette vision de la vie et de la santé et du bien-être sur la planète. Donc, tu vois, la notion de tarif, elle est vraiment propre à qu'est-ce que j'obtiens en face. Et je vais boucler sur ce que j'ai dit au départ. Est-ce que je me suis renseigné sur ce qui va m'être fourni? Est-ce que je crois que je vais avoir ça? Ou est-ce que je suis sûr et certain parce que j'ai été chercher cette certitude en posant mes questions, en allant interroger, etc. Est-ce que je suis sûr et certain de ce qui va m'être fourni? Les gens me disent des fois, bah ouais, je croyais qu'un cours que je suis comme ça dans une formation, bah, il y aurait, quand il y a un webinaire, qu'il y aurait un replay. Bah, nous, en fait, on fournit un replay sur tout. Donc, ils disent, ah bah là, au moins, je le sais. Tu vois, la question, elle est répondue. Mais d'autres me disent, bah, je croyais qu'il y aurait un replay. Tu vois, ça paraissait évident. Bah, en fait, il n'y en a pas. Bah, ils sont blasés. Tu sais, tu te dis, bah ouais, je pouvais pas, j'ai eu mon enfant qui était malade, machin. Tu te dis, c'est hyper légitime, tu vois. Est-ce que je peux avoir un replay? Non, il n'y a pas de replay. Est-ce que vous l'avez, le replay? Oui, on l'a. Est-ce que vous pouvez me le mettre à dispo? Non. Bon, bah, t'as eu ça, ouais. Ah ouais, t'as ça comme exemple. Non, je vais pas te mentir, j'ai eu des trucs, franchement, en Nadège, bien pire que ça. Et c'est difficile d'en parler hors contexte parce que ça sonne vite comme celle qui veut vendre son école. Mais le problème, c'est que quand les gens rentrent dans l'école et dans la famille et qui parlent avec les autres étudiants, qui leur racontent ces trucs-là, ils savent très très bien que je bidonne pas. Et qu'en fait, j'ai même été cool parce que souvent, je suis assez soft pour faire en sorte qu'on puisse pas savoir de quelle école il s'agit et que ça jette pas la pierre. Parce que je sais que les gens font de leur mieux avec ce qu'ils ont et que je crois pas qu'il y ait des gens dans la naturopathie qui aient des écoles en disant trop bien, on va prendre le fric de ces abrutis qui nous font confiance bêtement, tu vois. Franchement, j'en doute, je suis peut-être un bisounours, hein, mais je doute profondément que ce soit l'énergie dans laquelle soient des gens qui, parfois, il y a une déception. Et moi aussi, je peux avoir quelqu'un qui soit déçu. Et je n'aurais pas de problème avec ça, tu vois, c'est OK. OK. Super. Écoute, j'avais une dernière question moi à l'époque je me la suis beaucoup posée aussi. C'est la question de la transition entre la formation et l'installation. Et ça c'est un vrai sujet aussi. Alors ça fait un petit moment qu'on parle, mais je trouve que c'est tellement important. Voilà, c'est ce qui va finaliser finalement le projet de devenir naturopathe. Donc il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce niveau-là. En fait, je dirais que c'est même pas quelque chose qui va finaliser, c'est quelque chose qui va initialiser. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que si tu veux, le truc, et que la croyance collective dans la naturopathie, c'est que il y a une transition entre je me forme et je deviens un professionnel. Il n'y a pas une transition, il y a une transformation. C'est-à-dire que cette transformation s'opère à partir du moment où tu appuies sur le bouton pour envoyer ta candidature. Donc, nous, on fonctionne comme ça, mais pour d'autres, ça serait... il y a beaucoup d'écoles où tu peux t'inscrire en 2 clics, tu vois. Donc, au moment où tu cliques, tu sais, au moment où tu dis « je me lance ». Tu vois, à partir de ce moment-là, la transformation commence. C'est-à-dire que la vie, elle a dit « ok, tu as initié le truc, tu as fait ta part, bouge pas, je t'envoie le reste ». Donc, tu vas avoir ta transformation qui va s'opérer soit dans la joie, soit dans la souffrance, selon comment tu résistes et selon comment tu suis ce qu'il y a en toi. Et donc, si tu veux, cette fameuse transition, à partir du moment où tu penses que c'est une transition entre formation et professionnalisme, déjà, tu es en train d'induire qu'elle ne s'opérera pas avant. Donc moi, si tu veux, je suis obligé à chaque fois de rappeler ça aux gens. Et c'est tout à fait naturel, tout le monde dit ça. Donc en vrai, c'est la conscience collective. Mais pour ma part, tu commences à devenir un professionnel à partir du moment où tu décides que ton avenir, c'est d'être un professionnel. Et donc, pour ma part, tu vois, les étudiants, ils sont à peine depuis, pour certains, je sais pas, imaginons, ils démarrent les cours.
Un mois après, on est déjà en train de parler de comment ils vont se faire connaître, comment ils vont communiquer, comment ils vont faire des partenariats, comment ça se passe sur l'argent, faire sauter des blocages. Bref, devenir la version de nous-mêmes qui pourra à terme prétendre, le jour où je choisis de devenir le professionnel officiel qui est je veux facturer, quelle que soit ma prestation, il faut que je devienne la version de moi-même qui peut prétendre vivre ça un jour. Donc si je reste la version de moi-même qui a déjà eu peur d'investir sur soi, qui a un problème avec l'argent, comment je vais faire quand je vais demander 50 € avec quelqu'un et potentiellement beaucoup plus? Je vais faire 50. Pardon? C'est combien la consulte? Bah tu sais, donc je suis quand même obligé de prendre quelque chose, mais je suis désolé, je vais te prendre 50 €. Mais t'es pas obligé, tu peux me donner ce que tu veux. Ça me fait rire, mais je l'ai vécu aussi. Hein. Mais moi aussi, si tu veux, moi je me permettrais pas de me moquer d'un truc que j'ai pas non plus vécu. Tu vois, j'adore le coup des risques. Et en fait, si tu veux, c'est ça le problème, c'est que tu crois que tu vas devenir un professionnel parce que tu obtiens un certificat. Tu vas devenir un professionnel parce que tu vas initier la transformation de passer d'un passionné qui s'intéresse au sujet à un professionnel qui sait accompagner des gens. Tu deviens un professionnel de l'accompagnement. Tu deviens un professionnel de la communication, de l'entrepreneuriat. Tu deviens un professionnel de générer chez l'autre la motivation, la confiance, la détermination à poser les actions et à mener les choses à moyen long terme. Et ça s'apprend. Et pour moi, si tu veux, alors j'ai identifié le truc et je vais pas te mentir, j'ai trouvé une sorte de solution qui m'est propre, encore une fois, ce qui répond à mon système de croyance. Hein. Je prétends pas que ce soit la seule et unique, il y a peut-être des écoles qui font autrement et que c'est très bien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les enseignements naturaux ne permettent pas de devenir un professionnel, tout simplement. C'est-à-dire que se former à la naturopathie telle qu'on apprend la naturopathie, c'est-à-dire anatomie, physiologie, les plantes, la pathophysiologie, comprendre les causes, comprendre machin, ça fait pas de toi un professionnel. Parce que le jour où tu dois communiquer avec quelqu'un, tu fais quoi? Tu fais comme les naturaux qui communiquent sur Instagram, Facebook et partout, tu communiques à l'envers. C'est-à-dire que tu fais des choses qui génèrent le fait que tu n'aies jamais de clients. Et je me souviens qu'on avait eu longuement des conversations ensemble là-dessus sur comment on communique pour que ça génère de la clientèle. Parce qu'à la fin, si personne ne vient me voir et accepte de dépenser un peu d'argent, j'aurais du mal à obtenir le résultat chez les humains que je souhaite avec juste du gratuit que je transmets par de la communication quelconque. Et donc, évidemment, le fait de se connecter à « j'aimerais aider les autres à se transformer aussi et à aller vers plus de santé, plus de bien-être, plus tout ça », c'est permettre aux autres d'opérer une transformation. Qui est plus légitime que quelqu'un qui a opéré une transformation pour aider les autres à opérer une transformation? Personne. Souvent, on me dit « ouais, mais je peux pas accompagner tel ou tel cas parce que je l'ai pas vécu moi-même, c'est trop difficile d'en parler, c'est des cas compliqués ». Tu n'es pas en train d'accompagner un cas, tu es en train d'accompagner un individu d'un point A à un point B à opérer une transformation. Et comme tu l'as fait toi-même dans la formation, en tout cas mes élèves c'est ce qu'ils font, après les autres ils l'opèrent d'une manière ou d'une autre de toute façon, comme tu l'as fait toi-même, tu es légitime pour accompagner la transformation. Et tu as des outils pour comprendre le cas et pour conseiller le cas. Mais par contre, ce que tu accompagnes et ce que la personne vient chercher chez toi comme étant s'il te plaît, aide-moi à faire le chemin que tu as déjà fait, c'est le chemin de la transformation en fait. De se remettre sur un alignement entre avant, je vivais une vie qui n'était pas la mienne, mais j'avais des problèmes, que ce soit le stress, que ce soit des maux de tête, que ce soit des pathologies, que ce soit des problèmes relationnels, plein de choses. Et maintenant, je suis une version de moi-même qui s'est en partie transformée et qui a réussi à avancer là-dessus. Bah, cet avancement, il me donne beaucoup de force pour aider d'autres à avancer. J'ai pas besoin d'avoir vécu la même chose qu'eux pour pouvoir les aider à avancer. C'est ça, en fait, qui fait que la transformation a une puissance et une répercussion énorme chez les autres. Et donc, si tu veux, cette transition, parce qu'on va quand même parler de transition qui s'opère pour beaucoup de gens qui se forment dans des écoles où c'est beaucoup du contenu, et donc du coup, bah, en vrai, c'est à la fin que tu bascules et que tu fais ta transition. Il va falloir être capable de s'entraîner énormément. Alors, la pratique, ça mène pas à l'excellence. Je suis désolé de briser un mythe. Mais ça mène à la compétence quand même. C'est-à-dire que si tu n'es pas compétent dans un truc et que tu te mets à le pratiquer beaucoup, tu peux devenir très bon. Tu ne deviendras jamais excellentissime et exceptionnel. Pourquoi? Parce que quand tu fais un truc que tu ne maîtrises pas, au début, tu as une courbe d'apprentissage qui fait que ça monte beaucoup. Et au moment où tu commences à le maîtriser, ton cerveau, il est tellement content que tu sois en train de faire un truc que tu maîtrises qui est moins inconfortable, qu'il va essayer de te faire dans cette action, de faire essentiellement la partie que tu es maintenant en maîtrise. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action assez large, tu vas commencer à avoir une action plus restreinte où tu fais la partie où tu es en maîtrise. Par exemple, si je sais faire des vidéos YouTube, je vais avoir tendance à faire des vidéos YouTube et à pas faire des interviews parce que je peux moins préparer.
à pas faire des lives parce que d'habitude, j'aime bien pouvoir couper pour faire du montage et m'assurer que machin. Moi, je fonctionne pas comme ça, mais beaucoup de gens, c'est comme ça. Et si je leur dis, bah, pourquoi tu fais pas des lives? Ah ouais, c'est compliqué parce que je peux pas vraiment prendre de script et puis les gens vont interagir et je sais pas trop rebondir, machin chose. Ça veut bien dire que tu étais en train de développer la compétence par la pratique, faire des vidéos, mais qu'il y a une forme de vidéo que tu n'as pas envie de faire parce que maintenant tu es déjà en maîtrise sur une partie et que tu ne veux plus progresser pour devenir excellent. Tu préfères. Tu as atteint un palier de confort et tu veux rester dans ce palier de confort. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça se passe aussi dans la naturo. Et donc ça, il faut accepter en fait de pratiquer beaucoup pour aller générer cette compétence, qui est peut-être la compétence de la communication, la compétence de la consultation, etc. Mais si tu n'as pas été aidé en faisant du mimétisme auprès de gens qui vraiment sont déjà dans un très très haut niveau de maîtrise de la chose, et avec du mentorat pour t'amener sur des outils que tu n'auras jamais l'idée de faire toi-même et des façons de faire où on va te challenger, parce qu'un mentor, c'est pas du tout quelqu'un qui fait plaisir, hein. C'est pas comme un coach qui te laisse choisir tes actions. Un mentor, en général, tu flippes quand tu as rendez-vous avec ton mentor, tu vois. Il y a un petit côté un peu comme ça. Tu es excité parce que tu sais que tu as beaucoup avancé, mais en même temps, tu es un peu comme ça parce que tu te dis, il va encore me demander un truc que j'ai pas envie, tu vois, et qui va me mettre inconfortable. Évidemment, le mentor est là pour briser tous les inconforts, pour te rendre confortable dans l'inconfortable. Et donc, si tu veux, c'est vraiment ça. C'est qu'à partir du moment où tu vas pouvoir aller chercher et mimétiser des choses qui vont t'amener beaucoup plus haut, tu vas aller plus vite et tu vas pouvoir effectivement sortir de cette zone de j'ai atteint mon palier de compétences et au lieu que ça commence à redescendre parce que je commence à me reposer sur mes lauriers de ce que je maîtrise, bah en fait, tout le temps, tu vas faire que ça, inlassablement. Donc, c'est ça la grosse transition pour moi, c'est se libérer des croyances sur l'argent, parce que c'est un gros problème des gens qui se lancent, apprendre à communiquer efficacement, et crois-moi, je pense que pour ce qui fait que les gens ne gagnent pas leur vie dans la naturo, c'est probablement le dossier, hein, parce qu'ils communiquent à l'envers. C'est très simple. Par contre, de dire qu'ils communiquent à l'envers, comme je l'ai fait pendant longtemps. Aujourd'hui, les gens me disent comment ça se fait que tu as autant de monde dans ton école alors que tu ne fais pas de pub, alors qu'il n'y a même pas de site internet. Et c'est vrai. En fait, c'est une façon de communiquer qui permet de connecter avec les gens et que les gens qui sont vraiment à la recherche de ce genre de choses, ils viennent chez moi et en fait, après, ils veulent que je les prenne. Ils veulent me payer, en fait. Mais c'est pas un truc de gourou, je les hypnotise pas, tu vois. C'est juste une façon de communiquer qui leur permet de se rendre compte de ce qu'ils peuvent obtenir. Et finalement, j'essaye pas de plaire à tout le monde, j'essaye de plaire à ceux. En fait, je fais le nécessaire pour être transparent avec ceux avec qui ça va matcher. Et tu vois, c'est ça qu'il faut apprendre également à faire. Moi, je sais qu'on prend beaucoup de temps à faire des cours de communication. Là, on a mis en place des coachings de groupe avec nos étudiants sur l'argent, la gestion du temps, la communication non violente, comment fixer un objectif, comment réaliser un objectif. Et on en a tellement dans la besace de se libérer des croyances limitantes, de plein de choses comme ça. Tout le temps, on en met en place des outils. Parce qu'à chaque fois que je me rends compte qu'un étudiant ou plusieurs étudiants frictionnent sur un sujet, soit je fais un live improvisé sur le groupe d'entraide et je leur fournis les éléments pour dire là, je sens que vous êtes prêts à bouger sur ça. La friction est suffisante pour l'inconfort qui vous donne envie, comme une sorte de piqûre dans les fesses pour dire je bondis parce que je ne veux pas rester à cet endroit, ça me fait trop mal. Mais je n'ai pas l'outil pour pouvoir passer du point A au point B. Et donc moi, à chaque fois, je fais l'effort, que ce soit moi ou par des prestataires, des partenaires, des amis, des gens qui sont compétents sur des sujets, et avec des expertises assez fortes et inspirantes, de les aider à passer ces étapes. Parce que mon but, c'est pas de faire tout le temps pareil. Mon but, c'est de dire, ils en sont là, ils veulent arriver là. C'est nécessaire pour les transformer dans ce que je veux qu'ils deviennent et ce que je leur ai promis, puisque c'est ça ma promesse. Quelque part, s'il faut le mettre en place, je le mets en place. Je me contrefous de savoir que c'était dans ce qu'on a signé au départ ou pas. Et le contenu n'a rien à voir avec ça. Le contenu, c'est les briques solides pour dire, le jour où dans ma base de données, je vais être confronté à des gens parce que j'aurai des clients et que je vais avoir de la com à faire, il va falloir chercher les outils, les informations qui répondent à ce que j'ai besoin d'étudier face à la personne là maintenant, de faire mon anamnèse, faire mon bilan de vitalité, faire le bilan de la personne et d'être capable de lui conseiller des trucs. C'est là où je vais aller m'en servir comme outil. Le problème des outils, c'est comme si tu prends un entrepreneur, un maçon ou quelqu'un qui est dans le bâtiment et qui a franchement, il a la meilleure broyeuse de la Terre. Mais vraiment, tu vois. Il a du ciment, mais une merveille. Le truc, tu souffles dessus, il est pris, il va vite, il n'y a pas besoin de galérer avec une truelle. Genre, il a tout le matos, mais des trucs incroyables. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a personne qui vienne intervenir. Parce qu'il a peur de dire son tarif, qui est un tarif qui est valable, mais il a peur de le dire. Et puis, il a peur aussi
de communiquer, il ne sait pas communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, il va toujours dire aux gens, nous, on utilise des briques A26, C40, avec du machin chose, bidule truc. Et en fait, les gens vont dire, il ne connaît pas, ça, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'il va communiquer comme tous les naturopathes. Il va communiquer sur qu'est-ce qu'il va faire et non pas en quoi c'est bon pour la personne qui est en face de moi, ce que je peux lui proposer. Tu vois, trop souvent, je vois des gens, j'hallucine, hein, mais ils mettent des posts, voilà tout ce qu'il faut faire quand vous avez ce cas. Et puis après, quand j'échange avec eux, parce que des fois, ils me connaissent et ils me contactent, tu vois, ou quand je mets un petit like, un petit commentaire, j'essaie d'être constructif parce que j'encourage jamais des posts qui leur font perdre du business, hein, concrètement. Mais par contre, quand il y a des trucs, j'essaie d'être constructif. Et quand après, ils se livrent, souvent, ils me disent, bah, en fait, j'arrive pas à avoir des clients, je galère, mon mari me met la pression, etc. Pour que je régénère au moins tant d'euros par mois. Et ça devient un cauchemar. C'est-à-dire, ce qui était le fait de réaliser leur rêve et leur idéal devient un cauchemar. Et ça me touche profondément parce que c'est des gens à qui on a fait miroiter monts et merveilles avec des étiquettes dont on parlait tout à l'heure et qui aujourd'hui se retrouvent livrés à eux-mêmes et qui galèrent. Donc la réalité, c'est que ces gens-là, étiquette ou pas, il n'y a personne qui a envie de venir les voir. Et pourtant, ils postent plein de trucs. Et après, quand je leur dis, mais toi, imaginons, tu aurais ce problème. Si tu tombes sur le poste de quelqu'un qui te dit tout ce qu'il faut faire, est-ce que tu aurais envie de payer pour qu'on te dise la même chose? Et ils me disent, bah non. Je lui dis, bah tu vois, c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu communiques à l'envers. Et en plus, dans ta façon de communiquer, parfois, tu induis même des problèmes chez les gens. Et là, c'est un vrai problème. Et tu n'induis pas de motivation. Et au contraire, tu agis sur leur peur. C'est-à-dire que tu induis une motivation à très court terme. Parce qu'à partir du moment où j'agis sur la peur de quelqu'un d'être malade, par exemple, ou la peur d'avoir un problème dans le temps, en fait, je vais lui proposer une solution à résoudre une peur. Et dans ces cas-là, ça va être une motivation à court terme. Alors que si, puisqu'il va falloir passer à l'action, d'ailleurs, souvent les gens font des bonnes résolutions pendant un mois après ça, et puis après ils arrêtent. J'ai tout le temps ce témoignage. Par contre, si tu commences à dire, je vais t'aider à avoir une version idéale de toi-même qui peut réaliser une autre vie, quelque chose qui t'inspire vraiment, quelque chose où tes proches sont tellement heureux parce que vous interagissez, parce que vous vous apportez mutuellement, etc. Et d'aller vers chercher des choses sur d'autres valeurs et pas sur de la peur, d'aller chercher quelque chose sur du positif, la personne, ça peut la faire moins bouger instantanément. Par contre, ça crée de l'ambition à moyen long terme. Et donc, ce qu'elle va mettre en place, elle va mettre en place longtemps. Parce qu'un conseil mis en place pendant un mois, ça ne sert à rien du tout. Bon, à part si c'est un jeûne, hein. C'est pratique de jeûner un certain temps, bon, c'est cool. Mais en dehors de ça, globalement, il faut quand même une mise en place relativement longue. Et ça s'apprend en fait, à retourner la situation pour amener la personne vers un autre idéal. Alors qu'elle vient nous voir parce qu'elle est dans le mal. On ne va pas lui dire c'est pourri ton mal, je m'en fous, viens, on parle positif. Mais c'est juste qu'on va être capable de l'amener vers cette version d'elle-même. C'est ce qu'on appelle dans le coaching planter le drapeau. On va lui dire c'est où le drapeau, c'est vers où tu veux aller. Si tu sais pas où tu veux aller, chaque fois qu'il y a une galère, tu es sur une route, tu suis n'importe quelle route, tu sais pas pourquoi, tu es sur la route de la vie, mais tu n'as pas d'itinéraire. Chaque fois qu'il y a un bouchon, tu attends. Tu peux pas contourner, tu sais pas où tu vas. Ton GPS ne peut pas recalculer. Donc si tu veux, ça c'est très important aussi pour opérer cette transition, c'est d'être capable en fait d'aller comprendre comment on devient un professionnel. Et comment on devient un professionnel? En mimétisant et en mettant en place des choses qui marchent pour des gens. Quand souvent on me dit « Ah mais cette naturopathe, elle est hyper inspirante, je vais faire comme elle pour communiquer. » Ok, super. Est-ce que tu sais si elle gagne sa vie? Est-ce que tu sais s'il y a vraiment des gens qui la consultent et qui vont vraiment se transformer grâce à elle? Ah bah non, j'en sais rien. Est-ce que tu l'as demandé? Bah demande-lui. Et puis tu vas voir qu'en général, elle a dit la personne, soit elle veut pas dire qu'elle galère parce qu'elle se dit les autres, ils vont pas vouloir venir me consulter, ou alors elle va dire qu'elle galère parce que il y en a certains qui ont du mal quand même avec le fait de parler d'argent. Donc tu vois, des fois, c'est pas la bonne réponse quand même, mais quoi qu'il en soit, mimétiser quelqu'un qui obtient un résultat dont tu n'es pas sûr et que toi, tu aimerais quand même obtenir un résultat dont tu sais exactement ce que tu veux, c'est-à-dire gagner ta vie, générer des résultats chez les gens, obtenir être expert, etc. Tu peux pas mimétiser quelqu'un en n'étant pas sûr. C'est comme si tu prends un coach pour te former pour les Jeux Olympiques et que tu te rends compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a jamais rien gagné, jamais accompagné quelqu'un qui a gagné un truc. Et potentiellement même, tu découvres qu'en fait, il a accompagné 2 sportifs qui se sont toujours fait éliminer en demi-finale parce qu'ils n'avaient pas le mental. Est-ce que tu te dis, tiens, c'est avec lui que je vais aller en finale? Bah non. Non. Donc en fait, avant de mimétiser tout ce que les gens font, qui ont l'air trop beau, trop bien, des super posts Instagram, vérifier est-ce que ça génère les résultats escomptés. Donc c'est toujours, qu'est-ce que je veux comme résultat? Encore une fois, c'est quoi mon idéal à moi? Donc j'ai tout de suite planté le drapeau dès le début de la conversation, en fait, hein, tu as remarqué. Ouais. Et donc, c'est quoi les étapes pour aller vers ça? Et parmi les étapes, il y a apprendre à communiquer. Ça, je peux le faire en même temps que je me forme aux outils de compréhension et de conseil. Je peux apprendre aussi à me transformer moi pour lever des blocages, des croyances, savoir mieux m'organiser, savoir créer des partenariats, savoir aborder des gens avec qui j'aimerais collaborer, avec qui peut-être parler de ce que je fais.
Tu vois, une des grosses erreurs que je donne souvent aux naturopathes qui n'arrivent pas à gagner leur vie, c'est ils savent pas se présenter. Quand tu leur dis tu fais quoi? Bah, je suis naturopathe, tu sais, bon, c'est pas de la médecine, hein, machin. Déjà, de base, tu n'as rien compris. Et souvent, on te dit, bon, bah, je suis naturopathe, certifié par la FENA, l'Omnes, inscrite, Calliope, je sais pas quoi, du truc. Tu sais, plein de fois, je vois ça comme ça. Ils décrivent. Ouais. Et en fait, on est dans une description de quelque chose qui fait rêver personne. Et ça, c'est pas comme ça qu'on se présente si on veut aider quelqu'un à avoir des envie d'aller plus loin avec nous et en tout cas de comprendre ce qu'on peut lui apporter vraiment à lui. On est en train d'essayer de se justifier. Et donc le but, et c'était un des critères que j'aurais dû te dire dès le départ pour l'école, c'est valable également, le but c'est d'étudier, est-ce que ce qu'on me dit comme argument est l'auto-justification ou est-ce que c'est un argument à valeur ajoutée pour moi? Et quand moi je communique avec quelqu'un qui veut par exemple je sais pas, améliorer son eczéma, avoir moins mal au bide, etc., etc., ben, je lui parle pas du fait que je vais utiliser Zoom pour la consultation et que du coup, il reçoit un lien, machin chose. Ça, c'est après. Je lui parle de qu'est-ce que je peux faire pour lui. Je lui parle de comment ça se passe pour générer des résultats là-dedans, quel genre de conseil ça peut être ensuite, quel genre de demande je peux lui poser pour que cette personne se dise « ouais, ça me parle » ou « non, ça me parle pas ». Et ça, c'est très important, tu vois. Et ben, de la même manière, quand tu cherches une école, si la personne commence à dire « bon, bah moi, je suis trop bon parce que je suis certifié machin et puis je suis du truc, je suis mal », là, il est en train de répondre à tes peurs. Il n'est pas en train de répondre à qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, pour que tu deviennes la version de toi-même que tu as envie de devenir en faisant ce projet. Donc, filtrer. Et crois-moi, j'ai fait ça tellement de fois. J'ai regardé tous les webinaires de toutes les écoles. Je me suis, franchement, j'ai pris un temps fou et j'ai adoré faire ça. Je voulais voir s'ils allaient changer leur discours après l'ouverture de mon école. Et à vrai dire, ils l'ont changé. Je vous disais, j'ai regardé beaucoup de webinaires d'écoles différentes. Et en fait, je prenais une feuille, si tu veux, et je mettais une ligne au milieu. Et je me disais, dans les arguments qui sont exposés, est-ce que c'est des arguments auto-justificateurs pour qu'on ne puisse pas aller ailleurs? Ou est-ce que c'est des arguments à valeur ajoutée pour que l'étudiant se transforme en quelque chose et que ça obtienne le résultat qu'il vient chercher chez cette école? Parce que l'étudiant vient chercher un résultat. Mais l'école n'a pas d'obligation de résultat. L'école a une obligation de moyens. Elle va dire, bah, je vous mets à disposition des cours, des machins. Sauf que si tu vas dans une école qui fait ça depuis 30 ans et qui n'obtient pas le résultat que tu as envie d'obtenir, n'espère pas l'obtenir. Ou alors, donne-toi les moyens par ailleurs. Et pour moi, c'est toujours délicat quand quelqu'un s'inscrit dans une école et se dit, bah, il faut que je suive d'autres formations, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je prenne un coach de machin, un truc, un bidule. Moi, je dis souvent aux étudiants, nous, c'est all-inclusive. C'est-à-dire que tu rentres, tout ce que tu as besoin, même si c'est un truc que je ne connais pas encore, je vais le mettre en place. À chaque fois que je vais me rendre compte, mais pas t'en as besoin parce que t'en aurais envie, parce que ça rassurerait tes peurs. Hein. Moi, ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est pas de rassurer les peurs des gens. Mon travail, c'est transformer en la version de toi-même qui peut prétendre atteindre le résultat que tu es venu chercher ici. Et donc, si tu veux, c'est assez intéressant parce que très souvent, les arguments sont auto-justificateurs. Et du coup, tu te dis, ah bah oui, je peux pas aller ailleurs parce qu'ailleurs, il n'y aurait pas cette solution à une telle peur. J'éviterai pas telle peur. Alors du coup, ça serait horrible. Ça, c'est un truc qui ne suffira pas à maintenir ta détermination et ta motivation le jour où tu es dans des cours et que tu te rends compte que c'est quand même hyper galère et qu'il y a quand même des trucs à apprendre et que c'est dur. Ce qui va t'aider en fait à affronter la difficulté de l'enseignement, qui est quand même un enseignement extrêmement dense. Hein. La naturopathie, c'est pas un enseignement facile, quoi. Je veux dire, c'est pas, t'apprends pas à compter l'alpha jusqu'à 10 ou à faire l'alphabet, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Puis tu apprends toute ta vie aussi, quand même le préciser aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que par rapport à ça, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des moments où c'est plus ou moins difficile. Il y a des moments où tu te sens submergé par l'enseignement et tu te dis, est-ce que cet enseignement, je vais réussir à le maîtriser? Est-ce que je vais réussir à tout retenir? Au début, c'est euphorisant, hein, mais au bout d'un moment, tu commences à dire, merde, ça fait beaucoup quand même. Et puis au bout d'un moment, ça vient frictionner aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ah merde, je croyais que je faisais ça et que c'était bien. Ah bah en fait, voilà, moi je me souviens, tu sais aussi, Nadège, quand tu étudies avec Robert Masson, putain, tu prenais des scuds sur certains trucs. Tu rentres chez toi, tu prends tout ton frigo, tu mets tout à la poubelle. Tu te dis, putain, tu sais, t'avais l'impression que tu étais le premier de la classe. Donc, on a été interrompu par mon petit bout de chou. Donc, du coup, voilà, est-ce que tu aurais juste un dernier conseil à donner? Enfin, on a abordé quand même, on a dit pas mal de choses. Moi, je sais qu'on va me poser la question. Donc, ce que je voudrais quand même, c'est que si les gens ont envie d'aller voir un petit peu plus ce que tu fais, parce que je pense que c'est important aussi, je sais qu'on va me le demander. Je crois que tu as une réunion prochainement d'information. Déjà, il y a la plaquette qu'on peut télécharger. Je la mettrai sous le lien dans la vidéo. Si voilà, si vous avez envie d'aller voir
ce que fait l'école de Renaud. Et puis, tu as une réunion d'information bientôt, il me semble. Oui, ça sera la dernière réunion de l'information de 2021. Ce sera la dernière réunion après laquelle il est possible d'intégrer la cohorte 2021. Après, ce sera octobre 2022. Et croyez-moi, on a déjà du monde. Donc, c'est vraiment cool, même pour 2022. Cette réunion, c'est le 16 décembre. Ça coûte rien de vous y inscrire. Même si vous n'y êtes pas, vous pourrez assister à un replay. Je le dis tout de suite. Rassurez-vous, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais je m'inscris pas à tout, je ne pas la réunion. » C'est pas. On n'est pas là pour se faire un ulcère alors qu'on parle d'un truc pour changer la vie des autres et de se faire du bien aussi, de s'aligner dans la sienne. Et c'est une réunion en fait où, bien sûr, j'expose des choses, mais j'aide aussi à comprendre quelle a été l'évolution de la naturopathie ces dernières années et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, il faut voir le métier un peu différemment. En général, c'est toujours un super bon moment de bonne humeur et d'énergie. Je ne vais pas te mentir, Nadège, j'ai quasiment tout le temps des élèves actuels de l'école qui suivent la réunion ou des anciens élèves juste pour l'énergie et de parler de tout ça. Donc ça m'arrive très souvent. Donc c'est vraiment cool. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est l'occasion. Et après ça, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je vais effectivement donner un dernier conseil. Je t'écoute. Non, écoute, c'est cool. Tu peux y aller pour le dernier conseil. Cool. Et non des moindres, le conseil qui a changé ma vie. Je vais vous donner le conseil qui a changé ma vie. Quand vous voulez évoluer dans la vie, il y a deux façons de faire. Soit vous faites des choix avec votre tête pour essayer de vous rassurer, de vous sécuriser parce que vous avez peur de quelque chose, et vous allez vous faire vivre le motif de cette peur, quasi à coup sûr, et vous allez souffrir. C'est-à-dire que vous allez souffrir jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut changer quelque chose. Si au contraire, vous commencez à vous connecter à votre murmure intérieur, à cette voix du cœur, on va dire, beaucoup moins du brouhaha de la tête, et que vous commencez à sentir ce qui vous fait du bien, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous appelle, même si vous ne pouvez pas le justifier ou l'expliquer, mais juste vous sentez que c'est par là, alors vous arrêtez d'évoluer par la souffrance, vous commencez à évoluer par l'inspiration. Et croyez-moi, c'est nettement plus confortable. Et vous parlez à quelqu'un qui a décidé de se faire vivre de la souffrance dans tous les domaines de sa vie et de se faire passer au rouleau compresseur, à l'acide et accessoirement raser la vie en totalité dans tous les domaines, sans blaguer. Donc, franchement, je sais à quel point on a tendance dans l'Occident à évoluer par la souffrance, parce qu'on n'a plus le choix et que c'est trop difficile. Et quand la friction devient tellement énorme, on dit « allez, j'évolue ». Mais en fait, il y a une autre option, et cette autre porte, c'est « je suis ce qui m'anime ». Et ça, naturellement, ça va faire évoluer ma conscience, mes valeurs, etc., de la même manière qu'une friction le ferait, ou en tout cas un inconfort très fort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens vont chercher une école pour répondre à des besoins de la tête, pour répondre en fait à des interrogations intellectuelles. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère quand? Comment je vais justifier? Nanana. Comment je vais payer? Comment je vais bidule? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est, ou la vraie situation, c'est qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de tout ça? Est-ce que ce qu'on me présente, est-ce que ce qui m'est proposé me semble et vibre à l'intérieur de moi, ou en tout cas allume un truc à l'intérieur de moi, comme étant peut-être une possibilité d'avancer vers cet idéal que j'ai envie d'atteindre. À partir du moment où je fais un choix comme ça, et c'est arrivé à, franchement, ça doit être 50% de nos étudiants, et tu sais qu'on en a quand même énormément, je ne pensais pas du tout autant, on en a beaucoup plus que ce qu'on croyait, et c'est vraiment génial. Et donc ça représente quand même un paquet de personnes, c'est-à-dire que là, ça représente des dizaines et des dizaines de personnes qui nous ont fait ce témoignage, et qui nous disent, au moment où j'ai commencé à faire un choix du cœur, là où je n'avais pas de solution pour tel ou tel paramètre, les paramètres sont venus à moi. C'est-à-dire que les solutions se sont présentées à moi. Alors que je ne pensais même pas que c'était possible. Et des solutions sont présentées sous des formats que j'imaginais même pas possibles, que je savais même pas que ça existait. Pourquoi? Parce que quand tu dis à la vie, bah oui, ça m'anime, oui, j'entends ce murmure intérieur, bah vas-y, je vais le faire. Alors tu peux dire que c'est ton inconscient, hein, peu importe, on n'est pas obligé de penser que c'est Dieu, que c'est un truc ésotérique ou quoi que ce soit. Chacun croit comme il veut. Toujours est-il qu'il y a cette force qui nous parle à l'intérieur et qui nous dit, oui, c'est par là. Et au moment où tu commences à dire, bah ok, je vais aller par là, j'accepte de poser une action pour ancrer le fait que oui, je me dirige vers là-bas. À partir du moment où je commence à poser cette action et à montrer à la vie quelque part ou à mon inconscient que j'y vais, plein d'autres choses se présentent et mon inconscient, mon cerveau commence à les voir. Et donc ces solutions émergent dans ma vie quand d'habitude je ne voyais pas de solution. Et ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais je peux pas parce que c'est loin de chez moi. Ouais, mais je peux pas parce que c'est machin. Ouais, mais je peux pas parce que c'est bidule. » D'abord, tu sens ce qui t'anime. Après, tu regardes un petit peu comment tu peux solutionner un potentiel problème. C'est pas d'abord je regarde des problèmes qui sont inhérents à ma vie d'avant. C'est-à-dire que je veux monter un nouveau projet, mais je mets tous les critères de ma vie d'avant
pour dire pourquoi ce projet il n'est pas possible alors qu'il me tient profondément à cœur et que ma vie de maintenant, je l'aime pas, en fait. Et que j'ai envie qu'elle change. C'est hallucinant, l'histoire. Tu vois, du style, j'ai fait des choix, j'habite là-bas, mais en fait, ça me plaît pas. Je suis là-bas parce que j'ai un métier intel, mais que j'en peux plus, que je veux me reconvertir. Du coup, je voudrais me reconvertir. Bah, attends, je peux pas me déplacer parce que j'ai quand même mon travail. Dans ce travail que tu ne veux plus, c'est ça qui limite ton rêve. D'abord, tu sens ce qui t'anime. Tu montres à la vie que tu veux aller vers ça et peut-être tu vas trouver la formation de tes rêves, quoi, concrètement. Peut-être ce sera chez nous, peut-être ce sera ailleurs et c'est complètement OK. Mais en tout cas, sans ce qui t'anime. Fais pas un choix de la tête de si je prends pas celle-là, oh là là, misère, il va m'arriver un truc le jour où ce sera reconnu, j'existerai pas et je vais disparaître de la planète et mes compétences vont s'effacer de mon cerveau. Tu vois, on n'est pas dans Matrix, il n'y a pas des disquettes qu'on met, qu'on enlève. C'est complètement différent de ça. Et voilà, c'était mon dernier conseil, faire le choix du cœur et arrêter de réfléchir avec sa tête. C'est très probablement parce que vous faites que des choix avec la tête que vous êtes dans une vie qui vous donne envie d'aller vers la naturopathie pour trouver du sens. Donc, ne recommencez pas cette erreur-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Renaud. Et puis donc si ce que Renaud va justement vous anime et vous inspire, tout ce qui a été dit, écoutez, je vous invite à aller assister à la réunion donc qui aura lieu le 16 décembre. C'est en soirée, je crois, à 19h30 et où télécharger la plaquette de l'école que je mettrai tous les liens sous la vidéo. Merci beaucoup Renaud pour ce super entretien. Je te remercie encore une fois. Et puis à la prochaine. À très vite Nadège. Salut tout le monde. Ciao à tous et faites les meilleurs choix pour vous. À bientôt.